Alors je vais parler du temps tel que on peut l'appréhender dans la physique moderne. Et en fait, je vais essayer de vous montrer que cette notion de temps, elle est à peu près incompatible avec précisément la physique actuelle, et peut-être encore davantage avec la physique du futur. Et cette notion de temps, il faut déjà savoir qu'elle a été introduite dans la physique au XVIIe siècle par Newton, et ça a été un des éléments de la réussite de cette physique newtonienne, une réussite qui est tout à fait exceptionnelle, puisque de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la charnière XIXe, XXe siècle, cette physique a été de réussite en réussite. Donc on peut dire que le succès de la physique, du moins dans ses premiers siècles d'existence, que les succès de la physique sont dus à l'introduction du temps par Newton. Pas seulement, bien entendu, mais Newton, pour faire de la physique, introduit un cadre précis, et ce cadre précis, dans lequel vont se dérouler les phénomènes, il se constitue de l'espace et du temps, et ce qu'on appelle, si vous voulez, l'univers newtonien dans ce cas-là, et c'est au sein de ce cadre que se déroulent les phénomènes, et c'est dans ce cadre-là que l'on arrive à établir des lois auxquelles obéissent ces phénomènes, ces processus, et l'ensemble de ces lois que l'on énonce, avec les concepts qui vont avec, c'est ça qui constitue la physique. Bon, ça c'est l'histoire des débuts de la physique, et comme je l'ai dit, cette physique a très bien marché jusqu'au XIXe, XXe siècle, où elle a subi deux révolutions, qui sont d'une part la révolution relativiste, et d'autre part la révolution quantique. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de la révolution relativiste, puisque c'est elle qui s'intéresse davantage à la notion de temps, qui remet en question cette notion de temps d'une manière que nous allons examiner, alors que la physique quantique, finalement, s'accommode assez bien de la notion de temps telle que l'envisage la physique newtonienne. Alors, cette physique relativiste, bien sûr, tout le monde en a entendu parler, et contrairement à la physique quantique, on peut dire que c'est pratiquement l'œuvre d'un seul homme, d'Albert Einstein, et c'est une révolution conceptuelle énorme qui a été accomplie en deux temps, puisqu'en 1905, Einstein publie la théorie de la relativité restreinte, où elle introduit la notion d'espace-temps, sur laquelle on va revenir, et en 1915, il complète cette théorie en prenant en compte la gravitation, cette interaction fondamentale dont parlait Newton, bien sûr, mais il l'introduit d'une manière tout à fait différente, en l'assimilant à une propriété mathématique de l'espace-temps, propriété mathématique que l'on appelle la courbure. Donc, on peut dire que l'essentiel des théories relativistes, c'est de remplacer les notions newtoniennes d'espace et de temps par une notion plus élaborée qui est celle d'espace-temps, et d'assimiler l'interaction gravitationnelle à une propriété mathématique de cet espace-temps, à savoir sa courbure. Donc dans un sens, c'est une théorie de la disparition du temps, et c'est justement dans quel sens on peut dire ça, c'est à cette question que je voudrais répondre. Alors, tout ça est venu petit à petit chez Einstein, bien sûr, et on peut dire que, bien entendu, c'était un peu dans l'air à la charnière du 19e et du 20e siècle, pour plusieurs raisons, notamment à la suite de la découverte que la vitesse de la lumière est toujours constante. C'est quelque chose d'assez surprenant dans le cadre de la physique du 19e siècle, puisque, comme l'avait dit Galilée, comme l'avait dit Newton, il semble que les vitesses aient la propriété de se composer en s'additionnant. C'est-à-dire, si je suis dans un train qui roule à 100 km/h, si moi-même je vais à 10 km/h, je marche dans le train, eh bien, on me verra passer à 110 km/h, ou bien 90 si c'est dans l'autre sens. Donc, il semble que les vitesses s'additionnent. Mais ça, c'est en contradiction avec l'idée que la vitesse de la lumière est constante, puisque la vitesse de la lumière ne s'additionne pas avec la vitesse de sa source, elle est toujours constante. Donc il semble y avoir une contradiction, et pour aller très vite, c'est une contradiction sur le plan cinématique, c'est-à-dire qui concerne essentiellement les vitesses, mais les vitesses, c'est très exactement
les rapports entre l'espace et le temps. Donc Einstein a bien compris que si l'on voulait résoudre cette contradiction, qui à la fin du XIXe siècle se manifeste comme une crise profonde de la physique, donc si on voulait résoudre cette contradiction, il fallait vraiment modifier les questions de l'espace et du temps, et finalement c'est ce qu'Einstein a fait, et c'est pour ça que c'est lui que l'on doit créditer vraiment de la découverte de ces théories de la relativité. Et en fait, le chemin que prend Einstein, c'est avec la notion de simultanéité, parce que Einstein s'aperçoit qu'il est très difficile de définir cette notion de simultanéité, qui nous paraît quand même assez évidente, c'est-à-dire intuitivement, on se dit qu'on n'a pas de mal à déterminer si deux événements qui se déroulent dans l'univers sont simultanés ou non. Ce qu'Einstein a montré, c'est qu'en fait, c'était très difficile, et c'était même impossible d'une manière objective. C'est-à-dire, il montre que la meilleure chose que l'on puisse faire à propos de cette notion de simultanéité, c'est de définir une simultanéité du point de vue de tel ou tel observateur, et cette notion ne sera pas assimilée à la notion de simultanéité d'un autre observateur. C'est impossible de concilier les deux. Donc, c'est un problème qui est lié évidemment aux questions temporelles, et c'est par ce biais, par l'attaque de la notion de simultanéité, que Einstein va arriver à la conclusion qu'il faut se débarrasser de cette notion de temps, et plus tard sera introduite la notion d'espace-temps. Alors comment ça se manifeste ? Comment on peut dire que le temps n'existe pas, alors que bien sûr il suffit qu'on regarde notre montre pour qu'apparemment la montre nous donne l'heure ou qu'un calendrier nous donne la date ? Bon, c'est ce que je voudrais essayer d'expliquer. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une montre, ça ne mesure pas le temps, ça mesure une durée. Une montre, c'est un processus, alors une montre, une horloge, une pendule, ce que vous voulez, un sablier même, c'est quelque chose qui mesure une durée, et quand on dit que la montre donne l'heure, eh ben c'est simplement qu'elle mesure la durée depuis qu'on l'a mise à l'heure. C'est-à-dire cette montre, elle a été construite, et un jour, après l'avoir construite, il a fallu la mettre à l'heure. Si elle ne marche pas très bien, il faut la remettre à l'heure souvent. Mais il faut comprendre que la montre, ça ne fait que mesurer une durée. Une durée entre un instant initial, celui où on la remet à l'heure, et un instant final, qui est l'instant où on la regarde. Et donc c'est la durée d'un processus, c'est la durée d'une histoire, si on veut, cette histoire qui commence par l'événement initial et qui se termine par l'événement initial. Alors, bon, il n'y a pas tellement de problème, parce que dans la vie courante, la notion de durée se confond un peu avec celle de temps, mais je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est tout à fait crucial lorsqu'on aborde ces théories un petit peu compliquées. Une durée, donc, c'est un nombre qu'on mesure en secondes, en heures, en jours, en siècles, si on veut, qu'on associe à une histoire. Alors qu'une date, c'est quelque chose qu'on associe à un événement. Un événement, selon la conception ordinaire, c'est quelque chose qui se déroule à un moment donné, à une date donnée, à une heure donnée, en un point de l'espace donné, c'est-à-dire en une localisation donnée. Donc un événement, ça se caractérise à la fois par une date et une position dans l'espace. Ça, c'est la conception intuitive, c'est aussi la conception de la physique de Newton. En relativité, ça deviendra un point dans l'espace-temps. Un événement, c'est un point dans l'espace-temps. Une histoire, c'est une suite continue d'événements, avec un événement initial et un événement final. Donc on va pouvoir dire, puisque c'est une suite continue de points dans l'espace-temps, ça va être une ligne dans l'espace-temps. On appelle ça une ligne d'univers. Par exemple, moi, depuis ma naissance jusqu'à ma mort, je décris une ligne d'univers dans l'espace-temps. Ma montre décrit une ligne d'univers, et depuis le moment où j'ai mis ma montre à l'heure jusqu'au moment où je la regarde, c'est un petit morceau de ligne d'univers. Et ce que nous dit la relativité, c'est qu'il existe un processus qu'on appelle la métrique de l'espace-temps, qui permet d'associer une durée à chaque histoire. Donc que l'on soit en physique newtonienne, que l'on soit selon notre intuition, ou que l'on soit en physique relativiste, il existe toujours une date associée à chaque histoire. Ça, c'est fondamental, ça reste vrai quoi qu'il arrive. Non, je me trompe, il ne reste pas une date, il y a une durée associée à chaque histoire. Et précisément, une date associée à chaque événement, ça n'existe pas dans la physique relativiste. Donc, je résume. En physique newtonienne, il y a une date associée à chaque événement,
mais en physique relativiste, il n'y en a pas. En physique newtonienne, comme en physique relativiste, il y a une durée associée à chaque histoire. Ça, c'est fondamental. En physique newtonienne, et selon notre intuition, les dates et les durées ont une propriété remarquable. C'est que deux histoires qui commencent par le même événement et qui finissent par le même événement ont toujours la même durée. Ça, c'est quelque chose dont on a l'habitude, c'est-à-dire si je rentre dans une pièce en même temps que quelqu'un, et si je ressors de cette pièce en même temps que quelqu'un, eh bien, entre les deux, nous aurons vécu tous les deux la même durée. Ça semble une évidence, c'est quelque chose qui nous est complètement intuitif, auquel on réfléchit même plus. C'est quelque chose avec quoi la physique newtonienne est en parfait accord, mais la physique telle qu'on l'observe et qui est prise en compte par la relativité nous dit que c'est pas vrai. Alors ça a été illustré par exemple par le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin, et puis c'est illustré et c'est confirmé par des tas d'expériences qui sont faites avec des particules, avec les étoiles, avec des satellites, etc. Et ce que nous dit la physique, ce que nous dit l'observation du monde, c'est que deux histoires qui commencent par le même événement et qui finissent par le même événement n'ont pas nécessairement la même durée. C'est extrêmement important. Le paradoxe des jumeaux de Langevin qui exprime ceci, pour le dire en 2 minutes, c'est simplement que deux jumeaux qui ont le même âge, par exemple 18 ans, se disent au revoir parce qu'il y en a un qui va partir faire un grand voyage dans l'espace, donc il va faire un grand voyage dans l'espace avec sa fusée, donc il accélère, il change de direction, il décélère, et puis quand il a fini son voyage, il revient embrasser son jumeau qui est resté sur Terre. Donc les deux jumeaux ont vécu chacun une histoire. L'un a vécu une histoire sur la Terre, l'autre a vécu une histoire dans son vaisseau spatial. Ces deux histoires commencent par le même événement, le moment où ils se disent au revoir. Elles finissent par le même événement, c'est les retrouvailles, ils s'embrassent en se retrouvant. Et pourtant, les deux histoires n'ont pas du tout la même durée. Il y en a un qui a vécu 20 ans et l'autre qui a vécu 30 ans, par exemple. Donc ils se retrouvent, ils n'ont pas le même âge. Donc cette petite fable avait été inventée par Langevin, qui était un collègue d'Einstein, pour mettre en évidence le caractère surprenant de la relativité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'a pas été fait avec des cosmonautes, parce qu'avec les vitesses que nous sommes capables d'atteindre et les accélérations que sont capables d'atteindre les fusées, on n'arrive pas du tout à des décalages aussi importants, mais avec des particules élémentaires, avec des horloges atomiques et d'autres processus, eh bien, on a tout à fait confirmé ce genre d'effet, avec des décalages qui ne se mesurent pas en années, mais qui se mesurent en fractions de secondes et qui sont tout à fait bien établis. Donc, c'est absolument une certitude que deux histoires, je répète, qui commencent par le même événement, qui finissent par le même événement, n'ont pas toujours la même durée. Ce n'est pas quelque chose que nous dit Einstein, ce n'est pas quelque chose que nous dit la relativité, c'est quelque chose qui résulte de l'observation et de l'expérience, et que Einstein va réussir à incorporer dans la théorie de la relativité, mais c'est un fait d'observation, un fait d'expérience. Alors, la belle construction du temps qu'il y a en physique newtonienne, elle s'écroule un peu parce que, justement, si vous êtes dans le cadre de la physique newtonienne, si toutes les histoires qui commencent et qui finissent par le même événement ont la même durée, c'est très facile, on va dire cette durée, c'est le laps de temps qui s'est écoulé entre les deux événements. C'est-à-dire, si je rentre dans la pièce et que je ressors 1 heure plus tard, je sais que pour tous les gens qui seront rentrés en même temps que moi et sortis en même temps que moi, ça sera la même chose. Toutes les histoires ont la même durée, et je vais pouvoir dire, cette durée, c'est le laps de temps, l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre l'entrée et la sortie, qui est le même pour tout le monde. Donc il n'y a aucun problème dans ce cas-là pour définir le temps à partir des durées, puisque toutes les durées coïncident. Mais si on est dans une situation où les durées ne coïncident plus, c'est-à-dire on est rentré en même temps dans la pièce, on est sorti en même temps, pour moi c'est écoulé 1 heure, et pour mon collègue c'est écoulé 55 minutes, l'écoulement du temps c'est quoi? C'est 60 minutes ou c'est 55 minutes? Ou bien c'est 40 minutes parce que pour un autre se sont écoulées 40 minutes. Donc il n'y a pas moyen de définir un écoulement du temps. Il n'y a pas moyen, et Einstein a montré que vraiment, il n'y a pas moyen, même en cherchant des astuces, tout ce qu'on voulait. Et bien plus, les notions qui sont liées au temps ne peuvent pas exister, parce que si on a du temps, si on a des dates par exemple, si on arrive à dater les événements,
Bon, c'est facile de se dire, est-ce que deux événements ont ou non la même... Est-ce qu'ils sont ou non simultanés? Pour répondre à cette question, il suffit de savoir s'ils ont la même date ou pas. Donc, ce n'est pas forcément facile de savoir si deux événements sont simultanés ou non, de savoir s'ils ont la même date, mais en tout cas, en principe, ils ont chacun une date, donc ou bien la date est la même, ou bien non, donc ou bien ils sont simultanés, ou bien non. C'est l'un ou l'autre, mais la question est bien posée, elle a une réponse, peut-être difficile à obtenir, mais cette réponse existe. Or, ce qu'a montré Einstein, c'est que s'il y a deux événements qui se déroulent, par exemple une supernova qui explose quelque part et puis une comète qui s'écrase sur une planète d'un autre côté, eh bien, ces deux événements, on doit pouvoir savoir si oui ou non ils sont simultanés. Ça, c'est ce que nous dit la physique newtonienne. Et ce qu'Einstein a montré, c'est que si j'applique la procédure qui me permet de savoir si deux événements sont simultanés ou non, on appelle ça la procédure d'Einstein parce que Einstein a un peu codifié la manière dont on peut tester si deux événements sont simultanés ou non. Donc si on applique cette procédure, eh bien on va trouver un personnage, un observateur ou un autre vont trouver des résultats différents. Par exemple, je vais trouver que les deux événements sont simultanés. J'ai un collègue qui va trouver que la supernova explose avant l'écrasement de la comète et un autre collègue qui va trouver l'inverse. Et il n'y a pas moyen de se mettre d'accord, il n'y a pas moyen de dire, il y en a un qui finalement a plus raison que les autres parce que c'est totalement subjectif. Donc la notion objective de simultanéité n'existe pas. Or, si les événements avaient une date, la notion de simultanéité objective existerait forcément puisqu'il suffit de savoir si les événements ont la même date ou non. Donc le fait que la simultanéité n'existe pas, comme l'a montré Einstein, implique que la date ne puisse pas exister. Et comme les durées ne coïncident pas pour des histoires vécues différemment entre deux événements donnés, eh bien la notion de durée existe, mais pas la notion de temps, pas la notion de datation. Donc, alors, on pourrait évidemment parler de beaucoup d'autres choses, on pourrait parler de la causalité, puisque la causalité, c'est ce qui permet de décider si un événement est la cause possible d'un autre. Et en physique newtonienne, en fait, c'est assez simple, puisque la causalité, en gros, c'est l'antériorité, c'est la chronologie. C'est-à-dire, quand on est dans la physique ordinaire, on va se dire un événement est la cause possible d'un autre s'il s'est déroulé avant, puisque l'effet succède chronologiquement à la cause. Donc dans la physique newtonienne, et à peu près selon notre intuition, chronologie et causalité, c'est à peu près la même chose. Bon, en physique relativiste, pas du tout. En physique relativiste, c'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a une structure causale de l'espace-temps, je ne veux pas rentrer ici dans les détails, mais qui n'est pas du tout identique à la chronologie, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de chronologie. Alors, dans certains cas, on peut plus ou moins établir une chronologie partielle, mais elle ne coïncide pas avec la causalité. Donc, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est pour dire que quand on parle de temps dans la vie courante, dans la physique, il y a des tas de notions qui sont liées au temps. La notion de simultanéité, d'antériorité, de chronologie, la notion de durée, la notion de causalité. Et tout ça, dans la physique newtonienne, tout ça est associé, c'est-à-dire une durée, c'est un intervalle de temps, la causalité, c'est à peu près la même chose que la chronologie, laquelle est établie par les dates. Les datations, ça veut dire simplement accorder une date, un nombre à chaque événement. Tout ça marche très bien, tout ça coïncide en physique newtonienne et selon notre intuition. Et ce qui se passe, c'est qu'en relativité, tout ça ne coïncide plus. Les datations, il n'y en a pas. Alors, il y a moyen d'en inventer, mais de manière complètement arbitraire. Et de toute façon, si on invente une datation, si on choisit une datation, par exemple ce qu'on appelle le temps universel, c'est une datation qu'on a choisie de manière commode, eh bien, ou bien le temps cosmique qu'on choisit pour repérer les événements cosmiques, c'est quelque chose qui peut être pratique, mais ça n'est pas un temps, contrairement à l'appellation temps universel ou temps cosmique, ça n'est pas un temps, pourquoi ? Parce que ça ne coïncide pas avec la causalité, d'une part, et deuxièmement, ça ne coïncide pas avec les durées. Si vous prenez par exemple la vie d'une étoile qui va commencer, mettons, à 3 milliards d'années du temps cosmique et qui va se finir à 8 milliards d'années du temps cosmique, donc il y a un laps de temps de 5 milliards d'années entre son début
et sa fin, entre sa naissance et sa mort, eh bien, la durée de vie de cette étoile ne va pas du tout être 5 milliards d'années, ne va pas du tout être la différence. Donc, le temps cosmique, on peut le définir, et on peut le définir d'une manière qui n'est pas si simple que ça à définir, mais ça ne coïncide pas du tout avec les durées des histoires. Donc ça n'a pas du tout la propriété habituelle du temps. Et même, c'est bien pire parce que, enfin c'est pire, mais le temps cosmique, c'est quelque chose donc, qu'on a inventé, un système de repérage qu'on a inventé, mais qu'il est impossible de mesurer. Vous ne pouvez imaginer aucune mesure qui vous permette d'obtenir le temps cosmique d'un événement. Alors qu'en physique newtonienne, pour savoir quelle est la valeur du temps, quelle est la date, il suffit de mesurer une durée depuis une date qu'on connaît. Et comme la différence de date, la différence de datation, c'est la durée qui s'est écoulée, on mesure le temps à partir des durées. Comme il n'y a plus de coïncidence entre chronologie et durée en physique relativiste, ça devient impossible et il n'y a aucun moyen de mesurer ce qu'on appelle le temps cosmique ou le temps universel. Alors vous allez me dire, bah oui, pourtant je regarde ma montre, elle me donne le temps universel. Bien sûr, mais tout ça est approximatif. Et on peut dire que le temps universel, quand on est dans les approximations de la vie courante, tout se passe bien. C'est-à-dire que dans cette approximation, il a les propriétés de ce qu'on appelle le temps. Et c'est pour ça que pendant 3 siècles, tant qu'on ne faisait pas des mesures trop précises, eh bien, on pouvait faire comme si le temps existait. Et on ne se doutait même pas qu'il n'existait pas. Il a fallu des expériences précises, des horloges atomiques très précises, des objets qui se déplacent à des grandes vitesses, pour qu'on s'aperçoive que la relativité et que le monde réel étaient incompatibles avec l'existence du temps. Par exemple, aujourd'hui, on a des horloges atomiques qui sont très précises, qui s'appellent des fontaines optiques, tellement précises qu'on pense que sur toute la durée de l'univers, c'est-à-dire 13 milliards d'années, elles ne vont pas avancer ou retarder de plus d'une seconde. Et donc, si on prend 2 horloges de ce type-là qui sont synchronisées, eh bien, si on ne bouge pas, elles vont rester synchronisées, évidemment. Mais si on en prend une et qu'on va simplement, lentement, la faire monter en haut du laboratoire, disons à l'étage du dessus, 3 ou 4 mètres plus haut, dans le champ de gravité terrestre, et puis qu'on la ramène, eh bien, elle est désynchronisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces horloges qui, à cette précision, sont parfaitement exactes, ne mesurent pas le temps, puisqu'elles mesurent des choses différentes, mais elles mesurent chacune les durées de leurs histoires. Et donc, entre l'instant où les horloges étaient à côté au départ et l'instant où elles sont de nouveau à côté après qu'on les ait réunies, elles ont vécu des histoires différentes puisqu'il y en a une qui est montée à l'étage supérieur et ces histoires n'ont pas la même durée. La différence va peut-être être 1 milliardième, 2 milliardièmes de seconde, mais avec cette précision, c'est mesurable. Ça veut dire que même à l'échelle d'une pièce, même à l'échelle de quelques mètres, quand on fait des expériences de précision, on ne peut pas accepter l'idée que le temps existe. Donc même à l'échelle d'une pièce d'habitation, en toute rigueur, le temps n'existe pas. Bien entendu, à la précision de la vie courante et même à la précision de nos montres, on ne s'en aperçoit pas. Donc on fait comme si le temps existait. À l'échelle de l'univers, on n'a pas besoin d'une très grande précision non plus. C'est-à-dire quand on parle du temps de vie d'une étoile, on n'est pas à la microseconde près. Donc on fait comme si le temps cosmique existait. Mais il faut faire très attention. Et il y a un autre effet aussi qui est important, c'est que quand on observe quelque chose, eh bien, on observe l'histoire de quelque chose. Par exemple, j'observe une étoile, j'observe l'explosion d'une étoile, une supernova. Eh bien, c'est quelque chose qui dure un certain temps avec les réactions nucléaires, qui va durer par exemple 1 semaine. Mais quand j'observe, c'est pas la même chose, un événement qui se déroule et moi qui observe cet événement. Autrement dit, l'événement qui se déroule, la supernova qui explose, c'est une histoire. Moi qui observe la supernova, c'est une autre histoire. Et elles n'ont pas la même durée. Et quand on fait le rapport entre les deux, ces 2 durées qui sont différentes, on a quelque chose qui s'appelle le décalage vers le rouge. C'est-à-dire l'explosion d'une supernova qui dure 1 semaine, il se peut très bien que pour moi, il faille 8 jours ou 9 jours, ou au contraire 5 jours, 6 jours pour l'observer. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle un décalage. Donc si pour moi la durée est plus grande, on appelle ça un décalage vers le rouge, et sinon un décalage vers le bleu. Donc voilà, il faut bien comprendre que le temps tel que le définit Newton, le temps tel que
nous le considérons dans notre intuition, c'est quelque chose que l'on reconstruit à partir de notions plus élémentaires, que sont en fait les durées. Et les durées, c'est quelque chose qui existe bel et bien, qu'on peut toujours mesurer, qu'on ressent, que l'on éprouve, c'est-à-dire que moi, l'histoire qui m'arrive, je peux mesurer les durées que je perçois avec ma montre, donc physiquement, mais je peux aussi les percevoir intellectuellement. Elles concernent aussi les aspects physiologiques de mon corps, ma digestion, les battements de mon cœur, ma respiration. Donc, ces notions de durée sont parfaitement bien définies et elles ont un sens physique, psychologique, physiologique, etc. Et ça reste vrai en relativité. Mais ce dont on s'est aperçu, donc encore une fois à la charnière 19e, 20e siècle, plutôt début du 20e siècle, c'est que les durées ne coïncidaient pas dans toutes les circonstances, ce qui interdit cette reconstitution qu'on appelle le temps. Donc en toute rigueur, le temps n'existe pas, et le temps ne peut pas exister dans la physique. Le temps en tant que justement reconstitution à partir de toutes les histoires, reconstitution cohérente. Il n'y a pas de reconstitution cohérente possible qui pourrait s'appeler le temps. En revanche, avec une certaine précision qui dépend de la vitesse des objets, de la qualité de nos horloges, qui dépend de beaucoup de choses, de l'éloignement aussi des objets, on peut reconstruire approximativement une notion qui va coïncider avec ce qu'on appelle le temps et qui finalement nous permet d'être fidèles à nos rendez-vous dans la vie courante, d'avoir une vie sociale organisée, de mesurer, d'accorder des dates aux événements, de les mettre en accord avec les durées et finalement de vivre dans la pratique avec cette notion de temps. Mais il faut bien comprendre que c'est une reconstitution, qu'elle est subjective et qu'elle est approximative. Voilà.